bonsoir, fidèles téléspectateurs d'Expression. Très heureux de vous recevoir ce soir parmi nous. Et également, vous allez voir qu'on a un décor. Il va nous arriver souvent de faire une émission à trois, avec ou sans invité, soit parce qu'on veut discuter entre nous, voilà. Et aujourd'hui, notre émission est répartie en 3 rubriques. La première partie, on va parler du professeur Magueye Kassé, qui nous a reçus chez lui à Dakar, mais très généreux. On a pris beaucoup de temps avec lui, ce qui fait que cette émission d'aujourd'hui, ce sera juste la première partie. Il y aura peut-être 2 ou 3 autres parties. Voilà. Ensuite, il y aura littérature et société, enseignement d'exploration. Et nous avons été reçus, nous avons été rendre visite aux élèves du collège, du lycée Blaise Pascal, et qui ont traité déjà un thème que nous avons déjà vu. Et là, cette fois-ci, ils vont nous parler du thème la sexualité. Et enfin, nous allons terminer par le cinéma, et nous allons parler de la relève du cinéma, notamment le cinéma sénégalais, avec cette dame Mati Diop, qui est en lice pour la Palme d'Or du Festival de Cannes en cours en ce moment. Voilà. Vous connaissez mes compagnons et j'ai le plaisir quand même de vous les représenter. Innocente Courant, Innocente, bonsoir. Bonsoir Paul. Souley, bonsoir. Bonsoir Paul. Bien, chers téléspectateurs, nous allons tout de suite commencer par le professeur Magueye Kassé. Alors nous nous sommes rendus chez lui, comme je vous ai dit, et on lui a posé des questions. Mais la première chose que nous lui avons demandé, c'est de se présenter. Le professeur Kassé, c'est un monument de l'histoire de la littérature, du savoir, des connaissances, une autre forme de pharaon. Et nous lui avons laissé se présenter lui-même. Voilà, nous allons l'écouter se présenter. Vous savez, c'est très difficile de se présenter. Souvent, on préfère que les autres vous présentent. Mais comme vous posez la question, je vais essayer de vous répondre. Je suis d'abord et avant tout un universitaire. C'est-à-dire quelqu'un qui a choisi de consacrer sa vie à la pensée, à la recherche et par conséquent aussi à l'enseignement. Et nous essayons d'apporter une contribution à un pays qui nous a tout donné, puisque nous avons été éduqués dans le système d'enseignement, pour ne pas répéter éducation du Sénégal, où j'ai fait l'école primaire, le lycée, dans un lycée d'excellence de l'époque, je dois préciser, le lycée de Kaolack, qui a quand même donné au pays beaucoup de personnes et de personnalités qui, dans leurs domaines respectifs, sont connues et reconnues. Et ensuite, j'ai fait mon baccalauréat et je suis parti faire les classes préparatoires. Et donc, depuis lors, je ne cesse d'enseigner, d'encadrer, au niveau, à l'époque, maîtrise, ensuite doctorat de 3e cycle, doctorat d'État, puisque c'est le cursus universitaire normal. Et je suis très heureux d'ailleurs d'avoir contribué à la formation d'une certaine élite intellectuelle dans le département où j'étais en activité, le département de langue au pluriel et civilisation germanique, sur lesquels peut-être on reviendra. Et j'ai beaucoup de passion, conséquemment à ce cursus que je viens d'esquisser. Une première passion, c'est tout ce qui est relatif à la culture entendue au sens le plus large du terme, c'est-à-dire accès à une connaissance pour un meilleur devenir, pour résumer. Voilà, chers camarades, vous avez entendu le professeur Magueye Kassé, un homme passionné d'art, parce qu'il parle de tous les arts, il parle des arts plastiques, de la musique, notamment du jazz, c'est John Coltrane, des monuments du jazz. Il parle de photographie, un homme vraiment passionné. Mais donc, il insiste sur l'art. Alors moi, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, et il le dit lui-même, comment l'art permet-il d'appréhender le monde? C'est la question sur laquelle on va discuter un peu entre nous. Souley, par exemple, comment l'art permet-il d'appréhender le monde? Il a parfaitement raison de voir l'art comme une piste pour saisir le monde, pour appréhender le monde, pour le comprendre, pour s'insérer même dans ce monde. Parce que qu'est-ce que par définition l'art?
c'est la stylisation du monde. L'art, c'est une forme condensée même du monde. Et donc, quand on a ces canons de lecture, on peut dire que on s'informe. On s'informe en tant que consommateur de produits artistiques, on s'informe et on se forme. Et dans sa perception de l'art, il apparaît comme un exemple. On est producteur de l'art et en même temps consommateur. Et par rapport au monde, l'art permet d'avoir des relations nourries. Comme je le disais tantôt, on se forme et on s'informe. Innocent, tu as ton idée là-dessus? Oui, l'art est une forme d'expression de la pensée humaine. Et c'est alors tout naturellement qu'en appréciant l'art en général, on a l'opportunité de se rapprocher des autres humains, de mieux les comprendre. Et dans la mesure où l'homme est un animal social et sociable, j'espère, voilà pourquoi tout simplement l'art permet une cohésion entre les peuples. Et je pense... oui, pardon. Justement, on se comprend bien par rapport à l'art parce que l'esprit humain fonctionne de la même façon, quelles que soient les latitudes. Et les Indiens qui vivent au Canada n'ont pas eu besoin de côtoyer les Africains qui sont dans la zone subsaharienne pour que tous ces peuples-là puissent en même temps inventer des instruments à cordes ou des instruments à vent. Ce qui prouve que s'il y a quelque chose qui nous réunit tous et qui fait que nous sommes tous des membres de la seule race humaine, je pense que c'est bien l'art. C'est vrai, d'autant plus que d'ailleurs quand on parle des arts, quand on parle par exemple de la musique, quand on écoute par exemple la musique sud-africaine, ils ont une rythmique que l'on comprend. Quand on écoute le mbalax du Sénégal, on comprend. Quand on écoute du jazz américain, etc. Donc on comprend, ça permet de comprendre, puisque justement ces formes d'art sont des reflets de l'âme de ces continents, de ces pays, de ces peuples. Donc effectivement, c'est un langage universel, voilà, l'art, langage universel, supranational, que l'on peut saouler. Je pense que si on écoutait, je ne sais pas, un Jimi Hendrix, un Canadien qui écoute Jimi Hendrix, il adorerait. Oui. Quelqu'un d'autre qui écoute d'autres formes musicales, etc., aimerait. Quand on prend également la photographie, la photographie, c'est de l'art, en ce sens que la photographie permet de fixer le temps, mais c'est de l'art. Pourquoi? Même si c'est du réel, c'est un instantané, les éclairages, les prises de vue, les angles permettent de montrer que c'est un art à part entière. Donc effectivement, le langage qu'est l'art est un langage universel qui permet de se connaître, de découvrir les peuples. Oui. On étudie les arts rupestres dans le Tassili, dans les déserts, dans la préhistoire, ça permet de connaître, c'est le miroir, mais justement de ces sociétés-là. Effectivement, je pense, tout comme vous, que l'art permet d'appréhender le monde, de le comprendre et de l'accepter en plus, je crois. De l'accepter, de le vivre simplement et de se comprendre. L'art traverse tous les siècles. Un vrai art, quand c'est réussi, tout le monde en est sensible, tout le monde en est touché. Le cas de la musique. La musique, à la limite, ça, c'est un peu d'essence divine. On s'élève avec la musique. Et tous les hommes, les petits comme les grands, les femmes comme les hommes, nous sommes tous sensibles à la musique. Surtout quand c'est fait avec art. Quand c'est fait avec un travail d'artiste. Cette relation, comment dire, interethnique, interraciale, interplanétaire, si on peut le dire ainsi, ou en tout cas, on le sent d'ailleurs dans les différentes communications. Par exemple, si je prends Picasso, Picasso s'est inspiré du cubisme
qui a des origines africaines, etc. Aujourd'hui, regardez un tableau peint par un Ivoirien dans un musée, mais ce tableau-là peut séduire des Ougandais, peut séduire des Gabonais, peut séduire des Kanaks, peut séduire... Voilà. Bien sûr. Donc, c'est la sensibilité. Oui. Donc, effectivement, je crois, on a assez dit le caractère universel de l'art qui permet effectivement d'appréhender le monde, de comprendre le monde et qui sert d'union, d'unité, en tout cas de courroie de transmission ou de contact avec les hommes, je crois. Mais dans l'intervention du professeur Kassé, il va parler de peinture sur les murs. Peinture sur les murs dans quelques rues de Dakar. Et peinture faite par un certain Pape Samb. D'accord ? Et sur ces murs-là, il y a des fresques liées à la religion mouride, à l'islam. Il y a également la cosmogonie urbaine de Dakar, du Sénégal, etc. Bon, moi je me dis c'est très intéressant parce que c'est une autre utilisation des murs si on les oppose à l'utilisation des murs en Europe et les murs de Trump. Pour vouloir construire des murs ne serait pas une entreprise stérile, dans la mesure où il y a un lien invisible, n'est-ce pas, qui fait une connexion entre tous les humains, entre tous ceux qui ont des valeurs humanistes, dans la mesure où on voit les croyances. Bien sûr, il y a une raison historique liée à l'esclavage ou autre, mais ça aurait pu s'éteindre, ces croyances liées à l'Afrique qu'on retrouve au Brésil, qu'on retrouve dans les Antilles. Et il y a cette connexion entre ceux qui sont loin du continent africain et ceux qui y sont restés. Alors qu'il y ait un mur ou non, ça ne changera pas grand-chose. De toute façon, il y aura toujours ce lien invisible et très positif qui sera un pont, invisible toujours, entre les Mexicains qui sont aux États-Unis et les Mexicains qui sont restés chez eux. Mur ou pas, les valeurs humanistes vont triompher. Professeur, d'où vous est venue votre passion pour l'Allemagne, en passant par sa littérature, son art et sa culture? Les élèves qui avaient la chance d'aller faire l'hypocagne et la cagne, on les appelait comme ça, les classes préparatoires, dont l'un des précurseurs sous nos cieux était Senghor, c'était des élèves qui étaient particulièrement doués, qui avaient de très bonnes notes et qui avaient été choisis pour aller faire ce qu'on appelle généralement les prépas. Dans les prépas, il y a les lettres, il y a les sciences, les mathématiques, etc. Et nous avons beaucoup de collègues et d'amis, de copains, qui ont fait ce cursus des classes préparatoires, qui sont au-dessus de l'université, puisque ces classes préparatoires te permettent d'apprendre dans le même temps l'ensemble des questions relatives à l'humanité. Pour les lettres, je veux dire les lettres modernes, l'histoire, la géographie, la philosophie, la linguistique, les langues. Et j'adorais l'allemand comme langue, parce que j'étais très séduit par un Sénégalais qui a fait ses études à Leipzig, en Allemagne, et qui nous est revenu enseigner à la fois l'anglais et l'allemand. J'étais fasciné par ce maître. Je dis, tiens, parce que quand il nous donnait les cours d'anglais, de temps en temps, il glissait sur l'allemand, puisque c'est des langues indo-européennes qui ont une racine commune. Par exemple, what, was, etc. Bon, il y a pas mal de termes qu'on retrouve, transformés évidemment à travers l'approche linguistique de la genèse du développement des langues. Et donc, j'ai dit, tiens, l'allemand, c'est une langue qui m'intéresse. Et il nous a appris, avec sa femme, à aimer la poésie allemande, notamment Goethe, Schiller, notamment Heine, enfin de très 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 grands poètes allemands, dont d'ailleurs Senghor parle énormément dans ses ouvrages. Senghor a beaucoup écrit sur la langue allemande et sur le rapport qu'il a entretenu avec la philosophie allemande, avec les belles lettres allemandes, et ce qui lui a permis d'ailleurs en captivité non seulement d'apprendre l'allemand, mais également de s'inspirer de ce géant de Weimar, comme je l'appelle toujours, Goethe, puisque lui, il a traversé la même chose que Senghor. Il est passé d'une pensée de la révolte
avec le Sturm und Drang. Senghor est passé aussi par l'étape de la révolte, avec la naissance de la négritude. Goethe est allé jusqu'en Italie. Il a dit dans un très célèbre texte, c'est ici que je suis arrivé à Rome, et c'est ici que je n'aurai jamais cessé d'être. Et c'est là qu'il termine une œuvre magistrale qui s'appelle Iphigénie en Tauride, où il prône l'humanisme, la tolérance, la vérité, le concept de vérité qui est très important chez Goethe. Et donc Senghor a été séduit par ça. Et il est passé donc de la poésie de la révolte avec la négritude en s'appuyant sur Goethe, en allant sur la période classique allemande et en atterrissant sur le romantisme allemand, à partir duquel romantisme il fait des relations entre la philosophie africaine du culte de la terre, du rapport de l'homme avec son environnement, avec la nature, et du rapport des romantiques, en tout cas d'une branche des romantiques allemands, avec la terre, avec la tradition, etc. Donc ça, je ne le découvrirai que beaucoup plus tard. Mais déjà cette poésie que j'avais lue quand j'étais élève m'avait séduit et j'étais très bon en allemand. D'où la possibilité que j'avais soit d'aller en Côte d'Ivoire faire des études germaniques ou d'aller en France faire les prépas. J'ai choisi d'aller en France puisque la proximité avec l'Allemagne me permettait d'aller chaque fois que je le voulais, mais ça c'est par la suite. Donc quand j'ai fait mes prépas, j'avais le choix entre être historien, être philosophe, être linguiste ou être spécialiste de lettres modernes. J'ai choisi les études allemandes. D'autant plus qu'en Cagne, nous avons étudié à fond les grands philosophes allemands. De Kant à Hegel, en passant par Schopenhauer, en passant par Nietzsche, par Husserl. La question de l'être en soi et de la question de la prééminence de l'être par rapport à son environnement, ce sont des questions. La question de la paix, chez Kant par exemple, évidemment il a écrit d'autres choses moins intéressantes. Donc tout ça m'a conduit au moment de faire mes choix, après mes 2 ans, 3 ans de Cagne et Hippocagne. Je n'avais pas envie du tout d'intégrer Normal Sup, puisque Normal Sup te permet d'avoir l'agrégation. Or l'agrégation en France te permettait d'avoir un poste en France, mais sur la liste des étudiants étrangers. Nous n'étions pas considérés comme des Français. Donc j'ai dit, bon, ça ne m'intéresse pas. Et j'ai eu la chance de rencontrer un homme qui m'a beaucoup marqué, avec lequel j'ai fait mes humanités au lycée, le professeur Sémou Pathé Gueye, paix à son âme, excellent philosophe, très grand penseur, qui a été l'un des premiers Africains à nous parler de la philosophie de Karl Popper et de Habermas, ce qu'on appelle l'école de Francfort. C'est-à-dire une discussion extrêmement riche sur les sociétés, sur ce qui forme les sociétés, les relations des sociétés dans le cadre d'une superstructure économique. J'en veux d'ailleurs pour preuve la discussion qu'un grand philosophe comme Jacques Derrida a eue avec Habermas à la suite des événements du 11 septembre, où vraiment une philosophe italienne les a réunis à New York, et j'ai l'ouvrage heureusement, où les gens parlent un petit peu de cette controverse autour de la violence, de la tolérance et tout ça. Et donc ces mots m'ont beaucoup influencé dans mes orientations philosophiques, mais en même temps dans mes orientations idéologiques, puisque nous partageons la même passion de la lecture de Marx. Et j'ai dit souvent à mes étudiants, Marx et Engels sont indépassables. Évidemment, on nous dira aujourd'hui, oh, la pensée marxiste est dépassée. Mais chaque fois, on annonce la mort de Marx. Et Marx ressuscite comme phénix de ses cendres. Donc là aussi, cette formation en Hippocagne, et aussi le milieu dans lequel j'ai baigné quand j'étais en Cagne, avec des Palestiniens, avec des Israélites, avec tous les étudiants. Donc un bouillonnement intensif d'idées, associé maintenant à une tradition qu'on a trouvée, une tradition de lutte anti-impérialiste, anticolonialiste et anti-néocolonialiste dans le cadre d'organisations comme l'Association des étudiants sénégalais en France et la Fédération des étudiants africains de France, la FEANF. Ces 2 organisations ont produit énormément de ressources humaines de qualité pour les pays africains. Nous avions déjà avec la FEANF l'intégration africaine, par la pensée et par la culture. Évidemment, nous nous sommes dispersés par la suite. Donc ce cursus m'a conduit à refuser la bourse pour la Côte d'Ivoire, pour aller en France, faire mes prépas, avoir de l'expérience, être dans des débats contradictoires, philosophiques, politiques, idéologiques,
qui ont façonné un peu ma personnalité. Et je le dis en passant, je regrette beaucoup que nos étudiants n'aient pas cette curiosité intellectuelle qui leur fait dire que les années d'université sont les meilleures années d'une vie. C'est les années où l'épanouissement de l'homme devient progressivement intégral, avec évidemment un processus d'apprentissage continu pour comprendre un peu le monde dans lequel nous vivons. Donc très sommairement, voilà, c'est une question que les Allemands eux-mêmes nous posent. Pourquoi vous avez choisi l'allemand? J'ai dit non, nous n'avons pas choisi l'allemand qui est une langue. Nous avons choisi d'étudier, de faire les études germaniques. C'est un ensemble composite dans lequel il y a ce que j'ai appelé tout à l'heure la philosophie, la musique, la poésie, la réflexion, et également des phénomènes de civilisation comme l'esprit d'organisation, la rigueur qui caractérise. Souvent, on les considère comme des stéréotypes. Mais en réalité, ce n'est pas des stéréotypes, ce sont des gens qui ont été façonnés par la religion protestante, le culte du travail bien fait, le culte de la parole donnée, le culte d'une certaine observance de l'éthique. Mon ami Malick Ndiaye, avec lequel je ne partage plus beaucoup de choses, mais je dois quand même à la vérité de dire, il a écrit un très très bel ouvrage dans lequel il fait une comparaison entre l'éthique protestante et l'éthique mouride. Comment on peut comprendre que les mourides soient dans notre contexte culturel, spirituel, religieux, une frange de la société sénégalaise qui ne croit qu'au travail? Et comment les protestants constituent, depuis la réforme de Luther, juste à la sortie du Moyen-Âge européen, avec la réforme qu'il a introduite en traduisant la Bible du latin, qui était incompréhensible pour le commun, en allemand, que tout le monde pouvait comprendre, mais comment cette éthique protestante a pu développer chez les Allemands un esprit, non seulement un esprit critique, mais un esprit de rigueur, d'organisation et de foi dans le travail. Et donc ça aussi, je l'ai découvert progressivement au cours de mon évolution scientifique et académique, pour dire que quand les Allemands me demandent pourquoi, je dis mais vous ne demandez pas pourquoi on apprend l'anglais, pourquoi on apprend le chinois, pourquoi on apprend l'espagnol. Parce que c'est Goethe qui dit, dans ses maximes, on ne connaît sa langue maternelle que quand on a appris la langue des autres. Cette dialectique entre soi et l'autre nous permet en retour de faire dans notre tête des opérations d'esprit qui nous permettent de mieux comprendre notre vécu à partir de nos langues. Donc il n'y a pas d'antinomie du tout, au contraire. Donc je dis que même sous ce rapport d'apprentissage d'une langue, on a la capacité de mieux comprendre la langue dans laquelle on est né, on a été éduqué, on a évolué socialement et tout ça. Mais au-delà de la langue, ce que je viens de dire, je le répète, c'est la civilisation, c'est aussi les relations qu'on fait. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas penser le monde sans penser la philosophie allemande. Vous ne pouvez pas, de tout temps, on cite Kant, on cite Hegel, on cite Nietzsche, on cite de grands philosophes allemands, Marx pour le nommer. D'ailleurs, Senghor a écrit dans Liberté 1, je crois, une lecture africaine de Marx et de Engels. En passant, je l'ai critiqué beaucoup dans un article où, dans la 11e thèse sur Feuerbach de Marx, l'ouvrage de Marx s'appelle L'idéologie allemande. Et dans l'idéologie allemande, il y a dans la préface et dans l'introduction, Marx parle de thèse. Et la 11e thèse dit ceci: les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde jusqu'à présent. Ce dont il s'agit, c'est de le transformer. Senghor fait un contresens et dit les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, il faut le transformer. Marx dit ce dont il s'agit. Donc tout un processus de réflexion, de connaissance et en même temps d'action pour amener les transformations sociales souhaitées. Donc on se réfère souvent à l'Allemagne. Aujourd'hui, dans le contexte économique mondial, l'Allemagne est un partenaire qu'on ne peut pas négliger, aussi bien sur le plan européen que sur le plan de ses relations avec l'OTAN, pour parler de questions de guerre, de défense, que sur le plan de l'esprit, sur le plan de l'organisation, sur le plan des réussites économiques. Je dis souvent, vous enlevez du train européen la locomotive qui est l'Allemagne, mais le train s'arrête. Donc nous avons également intérêt à comprendre un petit peu ce qui se passe. Et également toute la pensée politique, telle que nous l'avons
apprises, pratiquées, discutées dans des cercles qui malheureusement n'existent plus. Et c'est ça le drame. Je dis aux étudiants, vous êtes incultes. Vous ne lisez plus. À l'époque, l'université était un espace où tout le monde parlait, tout le monde discutait, mais il fallait avoir la rigueur nécessaire et les connaissances suffisantes pour aborder une discussion ou pour intervenir dans une discussion. Ça n'existe plus aujourd'hui. Donc voilà ce que je pourrais vous dire sur cette question-là. Nous avons suivi le professeur Kassé répondant à votre question. Voilà, et justement, dans sa réponse, hein, nous avons senti la passion qu'il a par rapport à la langue allemande, à la civilisation germanique. Et il fait d'ailleurs une belle comparaison entre Senghor et Goethe. Bon, nous, on va dire Goethe, lui, il dit Goethe, on va dire Goethe en français. Et ou une belle comparaison, hein, mais dans laquelle, quand même, il envoie une critique à Senghor qui a peut-être mal interprété la fameuse phrase « Les philosophes ont pensé le monde, ce dont il s'agit, c'est de le transformer ». Et il dit que Senghor dit « Les philosophes ont pensé le monde, ils doivent le transformer », quelque chose comme ça. Je ne suis pas très fidèle, mais c'est exactement ça. Mais c'est quand même une sorte d'hommage à Léopold Sédar Senghor. Mais entre nous, la poésie même, comment elle crée un lien, cette poésie, avec une culture? La poésie, c'est l'expression de la vision que le poète a du monde. On voit et on apprend quelque chose de très grand avec le professeur Magaï Kassé, oui, qui nous dit que Senghor aussi a été inspiré par des poètes allemands. Poètes, philosophes, en tout cas des études germaniques. Voilà. Ça, c'est clair. Il y a cette dissertation. Écrire, c'est réécrire. Toute écriture est une forme de réécriture. Et là, on voit que, bon, il y a toujours, Magaï Kassé ici, apparaît comme un grand témoin du dialogue des cultures. Du dialogue des cultures, tant vanté par beaucoup d'organisateurs de la société. Il faut que les cultures s'interpénètrent. Et lui-même en est un peu un produit de ces contacts de culture. Et Senghor l'a bien prôné dans sa négritude, à savoir que tout est déracinement. On parle de la culture, mais quelque part, il y a toujours déracinement pour avancer. Mais la poésie, qui rend compte de cette forme d'emprunt à d'autres civilisations, d'ouverture à d'autres valeurs culturelles, c'est une célébration du dialogue des cultures. Je vais reprendre une citation de Senghor encore une fois, qui dit, par rapport à la poésie, « Je persiste à penser que le poème n'est accompli que s'il se fait chant, parole et musique en même temps. » Ce qui signifie que c'est vrai qu'il y a un message en poésie, il y a un texte qui est dit, mais on peut apprécier un texte poétique sans pour autant comprendre les paroles. Le rythme, la cadence. La musicalité peut séduire. Après, on comprend tout ou pas, mais toujours est-il que la poésie, c'est une musique à l'oreille. Même si la poésie peut être engagée, le poète est un créateur, il y a ses fonctions liées aux valeurs intrinsèques qu'il veut véhiculer, qu'il veut transmettre, mais le rythme, la cadence, seulement réussit à séduire celui qui écoute. Dans son intervention, toujours, le professeur Kassé, justement dans la continuité de ce qui a inspiré la rigueur aux Allemands, c'est-à-dire le travail, la foi au travail, le culte du travail, il fait une comparaison avec les Mourides, une confrérie au Sénégal
dans laquelle il y a le culte du travail. Oui, il rapporte les travaux d'un auteur sénégalais qui a fait une espèce de parallèle entre les Mourides et les protestants Allemands. Oui. Effectivement, je pense que pour peut-être ceux qui ne connaissent pas le Sénégal, on parle de chants où les Mourides, les Baïfal, qui sont entre guillemets des soldats de cette confrérie. Soldats, c'est pas soldats pour faire la guerre, soldats de la foi. Oui. Ils ont de grands chants où ils vont cultiver pour le chef spirituel, ensuite qui redistribue la richesse à ceux qui en ont besoin, etc. D'une grande générosité, mais des gens qui travaillent dans des champs. Et je me souviens que même certains enfants, pour éviter la déperdition scolaire en guise de menace, on leur dit, vous ne travaillez pas, on vous amène, comment il s'appelle déjà à Khelcom, et vous allez travailler dans ces champs-là. Et ce sont des travaux très formateurs. On a vu des gens extrêmement indisciplinés qui sont allés là-bas faire 6 mois, 1 an, qui sont revenus complètement transformés, des hommes capables de se prendre en charge, qui comprennent les valeurs de l'agriculture, etc. Moi, je pense que là, c'est l'émanation de la sagesse. Le travail présenté par les Mourides, le travail présenté par les protestants, ça se rejoint. Sur le plan de la sagesse, le travail, c'est une valeur. Et à la limite, sur le plan spirituel, on peut bien comprendre celui qui identifie le travail à la prière. Travailler, c'est prier. Exactement. Travailler, c'est prier. Travailler, c'est prier. Et cette identité-là, c'est pas des mots, c'est vraiment, c'est très concret. Vous voyez? Et les Mourides qui font dans le culte du travail ont bien pensé dans le sens de la construction sociale. Il faut travailler. Et à la limite aussi, quand on étudie bien cette phrase de la jeunesse, tu mangeras la sueur de ton front, c'est pas tant une malédiction, c'est une bénédiction. Une bénédiction. Et bon, il faut travailler. Et il faut... le travail, c'est une grande... Le travail béni, le vrai travail. Tout à l'heure, j'ai entendu, il travaillait pour le chef religieux. Mais j'espère que le chef religieux se charge de redistribuer cela. Exactement, c'est ce que voilà. Et aux travailleurs et aux nécessiteux. Voilà. Aux nécessiteurs, oui. Parce que c'est très concret et c'est vraiment ce qu'il faut faire. C'est exemplaire comme pratique sociale. Travailler et le fruit du travail, on le fait profiter à un plus grand nombre. Exactement. Ça. Exactement. Et ce travail-là, d'ailleurs, on le sent chez Voltaire, dans Candide, justement, qui, à la fin, cultive son jardin. Absolument. Voilà. Le travail éloigne de nous l'ennui, le vice et le bien besoin. Sûr, après s'être moqué de la prononciation allemande avec le nom du château Tendertentroch. Et ça, c'est très français. Très comme français. elle le dit, c'est très français. C'est les stéréotypes. Professeur Magaye Kassé, comment avez-vous perçu le vibrant hommage qui vous a été rendu par vos étudiants du département des langues et civilisations germaniques de Dakar? D'abord, j'ai été très ému que, comme je l'ai dit, pour la première fois, me semble-t-il, dans l'histoire de l'université sénégalaise, des étudiants décident de rendre hommage, mais de cette manière, à un de leurs enseignants, de leurs professeurs. Quand ils m'ont consulté, j'ai dit que je suis content d'être le parrain de vos manifestations, sans aucun doute, mais je ne savais pas qu'à la clé, ils avaient cette idée de rencontrer des gens qui me connaissaient et donc d'avoir un point de vue sur ma personnalité et sur ce que j'ai fait. Et ils sont allés voir, vous avez vu le film, ils sont allés voir le doyen, ils sont allés voir mes étudiants que j'ai formés, encadrés et qui sont devenus mes collègues. Ils sont allés voir les gens du cinéma, ils sont allés voir les gens des arts plastiques, ils sont allés voir mes amis. Et donc, cet hommage, je l'ai senti vraiment
avec énormément de plaisir, je l'ai vécu aussi avec énormément de plaisir. Et je me suis dit que, bon, souvent, on rend hommage aux gens quand ils ont disparu. Au moins, de son vivant, on peut mesurer, et chacun d'entre eux, je crois, a dit sincèrement ce qu'il pensait de ce que je leur ai apporté. J'ai dit, en réalité, je n'ai pas fait grand-chose. D'abord, c'est ma mission. On enseigne, on encadre, on se rend utile dans les processus d'apprentissage. Parce que ce que les gens oublient souvent, c'est que quand quelqu'un vient à l'université avec son baccalauréat, entre en formation ou bien entame des études universitaires, nous avons la responsabilité de former à la fois un homme intégral au sens de Senghor, quelqu'un qui comprend son monde, qui comprend ses racines, qui a aussi une ouverture. Mais nous avons la responsabilité de former un citoyen, de former quelqu'un qui sera utile à sa société et quelqu'un qui trace une vie, quelle que soit la durée de cette vie, mais de manière cohérente, de manière scientifique, parce qu'il a les connaissances pour cela. Et donc cette responsabilité qui est la nôtre, nous devons l'assumer dans un processus d'apprentissage, dans des méthodes pédagogiques. Moi, j'ai toujours dit à mes collègues, essayez de faire des enseignements qui soient des enseignements interactifs, que les gens ne soient pas là à recopier des choses ou bien à dicter. Moi, je n'ai jamais dicté un cours. Je viens, je pose la problématique, je donne la bibliographie, je donne le plan et puis je me lance. Et je dis, arrêtez-moi chaque fois que vous n'avez pas compris. Donc, ça devient un dialogue entre l'apprenant et celui qui dispense le cours. Et ensuite, je dis souvent à mes collègues là aussi, l'enseignant est comme un acteur dans une pièce de théâtre. Il a son guéou. Le guéou, c'est quoi? C'est la salle. Et puis, il a les spectateurs. Et donc, il doit jouer sa partition. Les gens vous regardent d'abord, comme je dis souvent, des pieds à la tête, comment vous êtes habillé, comment vous parlez, est-ce que vous êtes à l'aise. Et une fois que cette étape est franchie, c'est une opération de séduction. Une fois qu'on a séduit son public, on peut se lancer. Et l'étudiant sort de ce cours avec le sentiment d'avoir appris quelque chose. Et l'enseignant sort de ce cours en disant « Waouh, je crois que j'ai transmis quelque chose qui est resté dans la tête des gens. » Et moi, j'ai dit souvent à mes étudiants, ne me faites pas du par cœur, entre guillemets. Je vous donne quelque chose, vous devez le digérer, vous devez le travailler et me donner en retour ce que vous avez reçu. Si vous vous contentez de me répéter ce que moi je sais déjà, et souvent les gens le répètent très mal, mais ça ne me sert pas à grand-chose. Donc ce qu'il faut faire, c'est trouver les formes et les moyens pédagogiques, didactiques par lesquels l'apprenant a le sentiment que vraiment il est dans un processus d'un apprentissage dont il est l'acteur lui-même. Donc une responsabilisation de l'étudiant qui permet de... Je suis en train de lire un très beau livre de Elif Shafak qui s'appelle « Les trois femmes », quelque chose comme ça, où il est question d'un universitaire à Oxford qui rencontre des étudiantes, dont une étudiante turque, et dont le séminaire est couru, beaucoup couru. Et dans ce séminaire, la question fondamentale, la problématique fondamentale, c'est Dieu. Et il a une méthode pédagogique que j'ai admirée, parce qu'il dit, la question n'est pas je crois en Dieu ou je ne crois pas en Dieu. La question ontologique de la croyance en Dieu, ce n'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est quel rapport a-t-on avec l'esprit qui anime la pensée pour penser Dieu. Si on avait ce type d'exercice ici, je crois qu'on éviterait beaucoup de difficultés. Malheureusement, nous sommes dans un pays tel qu'il est, et ce débat-là ne peut pas exister. On va dire, oh, c'est un mécréant parce qu'il nie. Ce n'est pas la question. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Goethe et de Prométhée. Dans Faust, très beau livre de Goethe, le prologue au ciel dans Faust, c'est Dieu. Goethe ne dit pas Dieu, il dit la divinité, le divin. Et ce divin-là, il convoque une sorte d'assemblée où les anges célèbrent sa création. Comment il a créé l'univers, comment chaque membre de cet univers se sent à l'aise. Et il y a Gabriel qui dit dans ce prologue, je crois que c'est l'ange Gabriel, qui dit que votre pouvoir de création est tellement immense que l'esprit ne peut pas l'appréhender. Enfin, ne peut pas le connaître, il ne peut que l'appréhender. Il a une idée
de la nature, de la grandeur de cette création, mais il lui est impossible de pénétrer l'essence, je ne dis pas la superficie, le caractère superficiel de la chose, le caractère empirique, ce qu'on voit, mais c'est les dynamiques qui sont à l'intérieur de cette création pour que cette création en retour, dans un mouvement, permette à la pensée d'être dans le même mouvement et donc de se régénérer, de se renouveler et tout ça. Et ça, c'est un exercice auquel Goethe lui-même oblige son lecteur ou son spectateur, parce que c'est aussi une pièce de théâtre. Je ne parle même pas de l'apparition de Méphistophélès, qui est un petit peu le contraire de la divinité. Parce qu'à un moment, Dieu lui dit, mais est-ce que tu connais Faust? Et Méphisto, le diable, lui dit, le scientifique. Donc il introduit par là une dichotomie entre la puissance de Dieu, enfin de la divinité, et la puissance de l'esprit par la connaissance. Et donc la divinité lui dit, mon valet. Et donc il y a un dialogue très très intéressant dans cette partie de l'œuvre où il y a le fait que Méphisto ose parier avec Dieu en disant que si j'arrive à détourner votre serviteur, alors vous allez me reconnaître, moi le diable, comme étant le vainqueur. Et donc toute la tentative de Méphisto, c'est d'amener Faust, qui est un scientifique, et qui dit à un moment donné, j'ai tout appris, les mathématiques, la philosophie, mais moi je dois dire que je ne sais rien. Donc là nous retrouvons le vieux dicton platonicien. Je sais que je ne sais pas. Mais parce que je sais que je ne sais pas, je dois tendre à la connaissance. Il y a toujours cette dynamique qui est... et enfin, à partir de là, on peut comprendre toute la religiosité de cette pensée qui pousse à être Goethe, à être un adepte de Spinoza, et donc à être panthéiste, panthéos. Théos, c'est Dieu, et pan, c'est tout. Donc tout est Dieu. Dans la nature, il n'y a que Dieu. Et donc cette forme de pensée nous serait utile sous nos cieux pour dire, et même ailleurs, parce que j'en profite pour dire, l'agression que l'environnement subit aujourd'hui et dont nous avons les répercussions négatives, les tremblements de terre, les cyclones, mais c'est parce que l'homme a agressé la nature de telle manière qu'en retour, la nature se venge. Et la planète Terre est de fait dans un danger extraordinaire où nous ne sommes pas conscients du tout. Si dans un siècle, cette planète continuera à exister, nous avons ravagé les mers, nous avons détruit les ruisseaux. Il y aura même prochainement des réfugiés climatiques. Donc des gens qui n'auront plus de terre. Cette corniche que vous voyez là, elle va disparaître parce que l'avancée de la mer est inéluctable. Donc vous voyez que c'est un ensemble de pensées que seule la volonté de savoir, d'avoir accès à la connaissance, nous permet à la fois d'essayer de comprendre, parce qu'on ne le comprend pas toujours, mais au moins dans cette dynamique d'essayer de comprendre, on s'exerce à ne pas se satisfaire simplement de ce qu'on regarde, de ce qu'on voit tous les jours. Et c'est en cela que les études universitaires sont une passion. Pour revenir à votre première question de départ, pourquoi dans ma présentation, pourquoi j'ai mis l'accent sur le cursus scolaire et universitaire qui permet de se dire j'ai la chance, j'ai eu la chance et j'ai la chance et j'espère continuer longtemps encore à avoir la chance de pouvoir transmettre au moins ma sensibilité sur ces questions-là. Donc quand les étudiants ont décidé de me fêter, j'ai trouvé que c'était merveilleux, c'était gentil, c'était sympathique et je les ai remerciés vraiment. Chers téléspectateurs, vous avez entendu le professeur Magaye Kassé par rapport à la question de Soulé. Il parle des formes d'enseignement interactif, c'est ça? Et l'enseignement est un dialogue, une opération de séduction. L'enseignement est une opération de séduction. Oui, d'accord, parce que on ne peut rien apprendre de quelqu'un qu'on n'aime pas. Et je pense que la première stratégie pour dispenser le savoir, c'est de séduire son auditoire. Il faut que les élèves apprécient celui qui leur donne des enseignements. D'abord séduire son public, ensuite dispenser le savoir. Et de ce côté-là, il n'y a plus de barrière dans la mesure où la connexion est immédiate. Et il faut que ce soit aussi réciproque, que l'enseignant ait envie tous les jours d'entrer en classe, qu'il ait envie de revoir ses élèves.
Et justement, je pense que c'est la récompense qui existe dans le métier d'enseignant et qui n'existe pas ailleurs. C'est le fait qu'on a un matériau humain qui a ses sensations, qui a ses sensibilités, qui a ses ressentis. Et justement, une autre qualité des enseignants, c'est de savoir improviser. On peut arriver avec une préparation, mais si l'auditoire ne réagit pas positivement, on a cette possibilité, grâce à la formation et à l'expérience, d'improviser et de changer de telle sorte qu'on ne perde pas le temps qui nous est imparti par rapport à ce cours, parce qu'on a changé, on trouve un moyen, on trouve une idée, on trouve un cours. Et puis après, celui qu'on avait prévu pour ce jour-là sera pour un autre jour. Parce qu'il faudrait que les élèves, avant de sortir de la salle, puissent apprendre quelque chose. Et si ce jour-là, ce qu'on a prévu n'est pas propice à l'épanouissement intellectuel des élèves, mais improviser et échanger, et puis un autre jour, proposer ce qu'on avait prévu le jour où ce n'était pas adéquat. Voilà. Et Innocente, pour revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, quand tu parles effectivement d'opération de séduction, il doit séduire son auditoire. C'est tellement vrai, d'autant plus qu'on connaît beaucoup de cas maintenant d'élèves qui fonctionnent à l'affectif. Voilà. Oui. Si le professeur les séduit, c'est un professeur qui est à leur écoute, qui prend en compte tous les élèves, toutes les différences dans ce tout-là. Mais justement, l'enfant se sent aimé, l'enfant sent qu'il reçoit du savoir et il est attentif. Oui. Voilà. Mais s'il fonctionne à l'affectif, si le professeur ne le sent pas, il vient dispenser son cours. Comme on l'a souvent vu, moi j'ai suivi des cours, le prof il vient, il parle, il s'en va. Oui. Voilà, froidement, etc. Donc là, c'est vrai que ça pose problème. Oui, la séduction. Il doit faire dans la séduction, il doit charmer. Il dit même qu'il doit être un homme de théâtre, un acteur. Il doit être comme un acteur, il doit charmer, c'est un peu aussi comme le dompteur dans le cirque, le zoo. Dans le cirque, il doit pouvoir captiver leur attention et les conditionner pour accepter la communication. Mais sous les domptés me dérange un peu. Oui, dompter peut déranger, charmer aussi peut déranger, mais séduire également peut déranger. Parce que la séduction, ça fait parfois tromperie. Non, séduction dans l'aisance, dans la manière dont le savoir est dispensé. Séduire, il règle le problème vers la fin dans le développement de son idée. Quand il dit qu'ils ne cherchent pas à ce qu'ils fassent le par cœur. Ils doivent digérer ce qu'il dit. Exactement. Et lui faire un feedback qui l'enrichit lui aussi. Inconvénient du par cœur. Voilà. C'est quoi, par cœur? Oui. Quel peut être l'inconvénient? Le bachotage, c'est tout ce qu'il faut pour ne pas rentrer dans la culture. Souley, je vais te faire une révélation. À l'université de Dakar, chez Anta Diop, tous les Marocains, les Arabes, entre guillemets, c'est pas péjoratif, les Marocains, les Tunisiens, tout ce qui était là-bas à l'époque, c'était des gens qui avaient déjà commencé par des études coraniques. Donc ils avaient pris l'habitude de faire ce qu'on appelle du par cœur. En droit, ils dépassaient tout le monde. En médecine aussi. En médecine, tout le monde. Donc dire que le par cœur, ça dépend du domaine, je crois. Oui, bon, les formes d'évaluation ont changé. Les formes d'évaluation ont changé. Il y avait des évaluations où c'était la fonction mnémotechnique qu'on essayait d'apprécier. Mais avec le temps, c'est la construction, la capacité à construire. Ouais. Je pense qu'Innocent, avec l'expérimentation là, est en train d'aller dans un autre sens. Ce n'est pas le par cœur. Non, pas du tout. Voilà. Et on met l'élève au centre, il est acteur, il fait des recherches, il se met en valeur. Il devient autonome. Voilà, il devient, on le pousse vers l'autonomisation. Mais le par cœur, ça a fonctionné pendant un certain temps. Aujourd'hui, il y a beaucoup de matières, le par cœur ne marche pas. D'accord, le par cœur est devenu désuet. D'accord. On va terminer cette première partie par la dernière question qu'on a posée au professeur Kassé, à savoir quelles sont les différentes formes de socialisation en Afrique. C'est une question à la fois intéressante et bateau.
Elle est intéressante parce qu'elle fait appel d'abord bateau, parce que bon, on ne se rend pas compte toujours que l'être là qu'on a, c'est un être qui a été façonné par un environnement. Et cet environnement est multidimensionnel et multiforme. C'est d'abord là où l'individu naît, qu'est-ce qui le marque, qu'est-ce qui le façonne, qu'est-ce qu'il regarde, qu'est-ce qu'il perçoit et comment il travaille ce qu'il perçoit. C'est une forme de socialisation. Africaine dans le sens de la culture africaine. Culture au sens des traditions. Parce que sur le niveau de la culture, il y a énormément de définitions qu'on peut trouver. N'est-ce pas? Mais dans le même temps, la société va contribuer à sa socialisation, puisque l'homme est un être social. La manière dont il vit sa vie, ce qui influe sur cette vie-là, sont des formes particulières de socialisation. L'éducation qu'il reçoit dans la cellule familiale qui le prépare à affronter le monde. Les salutations, la gentillesse, la courtoisie, l'humilité, des valeurs. Donc il naît, il grandit dans un système de valeurs. Quelles que soient par ailleurs, en retour, ces valeurs. Je parle de valeurs positives là. Quels que soient maintenant les avatars, l'histoire que ces valeurs ont connue. Donc on vous inculte des principes moraux, de mieux vivre ensemble avec les autres. À commencer par, dans une famille, est-ce qu'on observe les relations entre frères et sœurs? Est-ce que c'est des relations de conflit, c'est des relations de fratrie, ou est-ce que c'est des relations de concurrence, etc., etc. Donc il faut mettre dans la tête des enfants que c'est une famille. Et cette famille-là, évidemment, elle est appelée à évoluer, elle est appelée à grandir. Ce que la société donne en retour, ça fait partie des politiques qu'on a mises en place. Politique de l'éducation, politique de la formation, politique de guidance des jeunes vers la formation d'un homme. Puisque de l'enfant, il devient homme. L'hominisation, ce phénomène-là, participe de ce que j'appelle le processus qui a connu l'humanité de l'homo faber à l'homo sapiens et en retour à l'homo, comment je l'ai appelé d'ailleurs dans une de mes contributions là, si vous permettez, je crois que c'est l'homo artifex. C'est-à-dire l'homme qui est capable de créer de l'art, de créer du beau, de façonner des images, de façonner des choses qui permettent en retour d'agir sur l'âme. Je n'aime entre guillemets parce que je n'aime pas trop utiliser l'âme parce que c'est abstrait, mais en tout cas dans l'affect, dans la conscience immédiate et dans la manière aussi de voir le monde et donc d'être à l'aise dans ce monde-là. Ces phénomènes de socialisation à différents niveaux contribuent à ce que l'individu se sente en sécurité dans son monde et en relation avec l'extérieur immédiat et l'extérieur beaucoup plus lointain. Donc ces formes-là ont des dénominateurs communs en Afrique. Donc vous avez posé la question de la socialisation africaine. Elle a des formes qui tiennent à la tradition, au rite, au rituel, à la cosmogonie, à l'approche que les gens ont dans leur religiosité et leur religion. Et tout ça fait qu'on peut avoir des traits communs en tant qu'Africains, mais nous pouvons avoir des cultures différentes, n'est-ce pas? Les cultes qui étaient les cultes de l'homme, l'homo sapiens, avant qu'il ne devienne homo sapiens sapiens, cette culture fait que l'individu a des croyances. J'ai organisé, une parenthèse, il y a quelques années, une grande exposition sur les peintures rupestres. Eh oui, des milliers d'années avant nous, des hommes qui étaient sur cette terre ont traduit sur les parois des rochers, des cavernes. Et ça s'est fait en Afrique, ça s'est fait en Europe, ça s'est fait... D'ailleurs, c'est pour ça que les thèses de Cheikh Anta avaient été controversées à un moment donné sur l'origine de l'humanité en Afrique. Les premiers signes d'apparition de l'homme, on les a trouvés en Afrique. Mais c'est une autre histoire. Donc, ces peintures rupestres renseignent sur la manière de penser de ces hommes il y a des milliers d'années et comment ces formes de traduction de la vie qu'ils menaient avec la nature, avec les animaux, etc. Comment tout ça peut être ramené à notre humanité d'aujourd'hui. Et en organisant cette exposition, j'ai demandé à mes amis artistes de regarder ces photographies que Frobenius, encore en allemand,
nous a permis de découvrir, puisqu'il a sillonné le monde entier. J'ai assisté à une exposition à Berlin de plus de 200 ou 300 gravures reproduites par des artistes qu'il avait avec lui. D'ailleurs, à ce propos, une des aïeules des artistes m'a demandé, parce qu'elle fait un film sur son arrière-grand-mère qui a accompagné Frobenius dans cet exercice de reproduction des peintures rupestres. Donc ces peintures rupestres renseignent l'humanité sur la manière dont les hommes pensaient. Donc j'ai parlé de Homo faber, Homo sapiens, sapiens sapiens, après Homo artefix. Ça veut dire que donc l'homme a évolué, pas de manière harmonique, mais toujours en fonction des conditions dans lesquelles il vivait. Ce qui explique d'ailleurs que de plus en plus, depuis quelques années, le concept de race est banni du vocabulaire scientifique et philosophique. Il n'y a pas de race, il n'y a qu'une seule race humaine, c'est l'homme. Tout le reste, c'est des dérivés de cet homme. Les conditions géographiques, climatiques en ont fait des transformations au niveau de son épiderme, de sa peau, de ses caractéristiques, etc. quoi. Donc ça montre que, encore une fois, ce processus de connaissance est indispensable pour pouvoir dire comment les Africains ont été socialisés. Si on n'a pas la connaissance de ce parcours, on ne peut pas comprendre comment l'Africain vit en société. Se sent homme, être humain, homme avec un grand H, et devient par là même un citoyen progressivement. Donc cette socialisation prend des formes diverses en fonction des âges, des époques, des contradictions que le monde connaît. Si quelqu'un a été socialisé dans un univers de violence, de guerre, regardez les Palestiniens qui n'ont pas de patrie, regardez les pays qui sont dans des phénomènes de génocide comme le Rwanda, ces enfants qui naissent dans un contexte comme ça. Les enfants soldats, tiens, prenez ça. J'ai vu un très très beau film qui s'appelle L'œil du cyclone, qui a été présenté au FESPACO, qui a eu beaucoup de prix à l'extérieur, où c'est l'histoire d'un enfant soldat qui a perdu ses parents parce qu'on l'a obligé à tuer ses parents et à tuer des gens du même âge que ses parents, qui grandit dans la violence, qui ne connaît que la violence, et qui est accusé à tort d'exactions dont il n'est pas l'auteur. Et il y a une avocate qui le défend. Et au moment où on se rend compte qu'il a gagné son procès, que ce n'est pas lui l'auteur, il finit en prison par tuer l'avocate. Donc pour dire que le mode par lequel il est passé, lui est resté un petit peu dans sa conscience, il ne peut pas sortir de là. Donc les modes de socialisation peuvent être déterminés par l'environnement dans lequel on est né, dans lequel on a grandi, on a été éduqué. Et quand je dis éducation, c'est éducation au sens le plus large. Donc à partir de ce moment-là, on se rend compte que pour faire un homme intégral, il faut beaucoup de choses. Et c'est là où les États sont interpellés dans leur politique, les États sont interpellés dans les mécanismes qu'ils mettent en place pour que le commun vouloir de vivre ensemble de nos différences soit encouragé par des formes de socialisation dans lesquelles l'individu est en paix avec lui-même d'abord, avant d'être en paix avec les autres. Regardez ce qui nous entoure au Sénégal, aujourd'hui à Dakar. Comment on peut expliquer cette violence qui s'empare des gens dans les actes et dans les propos? C'est-à-dire qu'il faut interroger les modes de socialisation à travers lesquels sont passés les Sénégalais, les Dakarois en l'occurrence, pour être dans des systèmes qui ne génèrent que la violence, qui ne sont nourris que par la violence et qui ne peuvent s'expliquer que dans la violence dans laquelle ils ont été éduqués. Comme je disais à quelqu'un, il y a l'insulteur public qu'on a connu dans les réseaux sociaux, ne pouvait pas faire autrement apparemment parce qu'il a été formé, socialisé dans un monde où l'insulte était une banalité. Le professeur Kassé a répondu à la question, celle de savoir quelles sont les différentes formes de socialisation en Afrique. Est-ce que ces formes de socialisation sont peut-être en péril aujourd'hui, quand il parle de politesse, quand il parle de savoir dire bonjour, etc. Socialisation dans la famille, dans la société, dans les relations interhumaines. Est-ce que c'est en péril? Oui, effectivement, on observe quelques mutations sociales avec un peu de nostalgie, un peu de regret. Parce qu'on a l'impression comme s'il y avait une espèce de régression morale. L'irrévérence des jeunes par rapport aux aînés.
Et dans les couloirs, pour circuler entre les bâtiments, à l'école, vous voyez des enfants qui ne savent pas il faut se frayer un chemin. Qui ne vous laisse pas passer. Qui ne vous laisse pas passer. Et on a observé la même chose même dans certaines facultés, au point où on décide escalier réservé aux professeurs. Pourquoi? Parce que il y a de l'impolitesse. Un étudiant ou un élève qui voit son professeur arriver, il ne sait pas laisser le passage. Ce qu'on savait bien faire dans l'Afrique ancienne. Des valeurs qui disparaissent de plus en plus. Peut-être liées à quoi? Au déracinement, à la mondialisation? Parce que ce sera l'objet de la deuxième partie, cette mondialisation. Oui, les mutations sociales. Parce qu'en fait, les garants de la morale dans nos sociétés sont concurrencés par des images violentes venues d'ailleurs. Ou, au nom de la liberté, certains enfants, on voit les images, les enfants qui se permettent parfois de faire des reproches ouvertement à leurs parents. Mais quand nos enfants voient ces images, les enfants, par définition, c'est des imitateurs. Et moi, je parle d'images violentes parce que ces images-là ne sont pas de bons exemples. Ce qui est sûr, c'est dans notre Afrique, tout le monde, en général, je dis bien, on a tendance à parler ou bien à singer une société qu'on ne connaît pas. Oui. Ce qui est sûr, la société occidentale n'est pas composée de personnes irrévérencieuses. Elle n'est pas comme les enfants en Occident ne sont pas impolis. C'est pas justement quand on regarde la télévision, ce qu'on montre à la télévision, c'est ce qui est l'inacceptable, ce qui n'est pas commun, ce qui est exceptionnel. Exceptionnel dans les deux sens, dans le bien comme dans le pire, dans le meilleur comme dans voilà. Et justement quand ils voient le pire, qui n'est pas la norme sociale en Occident, et comme ce sont des images qui nous viennent d'ailleurs, ils pensent que justement que c'est en Occident tout le monde se comporte comme cela. Ils veulent imiter une société qu'ils ne connaissent pas, qui n'ont jamais côtoyé. Et c'est ça le drame. Et même en Occident, il y a des familles où ces images dont tu parles, qui nous viennent de la télévision ou d'ailleurs, ces images-là, il y a des familles qui n'acceptent pas que les enfants soient en contact, leurs enfants soient en contact avec ces images. Pourtant, ce sont des images produites par leur propre société à eux. Mais les familles ne les acceptent pas. Ça veut dire que, justement, ils savent que c'est toxique et ils ne proposent pas ça à leurs enfants. Des familles où les parents sélectionnent les images, sélectionnent les émissions télévisées, sélectionnent les films et tous les produits culturels ou pas, ou bien les produits de divertissement, tous les produits qui sont proposés à leurs enfants, les parents font une sélection rigoureuse. Mais attention, cette société occidentale qui ne connaissent pas, je pense quand même qu'il y a des crises. Il y a une crise de l'éducation. Notamment les collègues, les enseignants en France actuellement sont en train de dénoncer ces comportements de ces élèves. Dans quels établissements? Dans de nombreux établissements. Dans quels établissements? Les établissements qui sont en ZEP. Bon, c'est déjà une dimension phénoménale. Mais les ZEP, c'est là où il y a les immigrés, voilà. des personnes qui appartiennent à des couches défavorisées. Dans les écoles privées, les enseignants ne se plaignent pas. Puisqu'il y a la carte scolaire, dans les établissements qui sont privés. Non, pas privé. Le privé, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais par rapport à la carte scolaire, c'est le public. Et dans le public, n'est-ce pas, il y a des endroits, des établissements où il n'y a pas de problème. En général, il y a une image qui a circulé en boucle là, sur les réseaux sociaux, oui. L'image avec... oui, mais ces difficultés-là... L'arme factice. Oui, mais ces difficultés-là, on les vit, les enseignants les vivent dans les zones où la situation sociale, la situation sociale est délicate, on les appelle les zones. Ouais. Voilà. Il ne faut pas qu'ils pensent que ça se passe partout comme ça. Moi, j'ai eu une petite expérience dans un pays
occidentale, mais ça n'a rien à voir avec les images que je vois à la télévision concernant les établissements scolaires. Pas du tout. Pas du tout. Moi, ce que je déplore, c'est que les jeunes gens en Afrique, ils voient des images qui sont même interdites aux élèves de leur âge dans les familles respectables, et eux, ils les ingurgitent. C'est un appel du pied à Johnny Spencer Diop qui parlait justement du contrôle des images, la censure. Voilà, ce sont des faits qui reviennent, et on rappellera ça. On rappellera cela chaque fois que ce sera nécessaire. De toute façon, malgré ces crises-là, l'espoir est permis. Absolument. C'est pas encore désastreux, c'est pas encore catastrophique. Les réparations sont possibles. C'est vrai. Les réparations sont possibles. Dernier propos concernant la première partie de notre sage maison, Souley Agara. Nous allons, chers téléspectateurs, passer tout de suite à la deuxième partie de notre émission. À savoir l'enseignement d'exploration, notamment littérature et société, et dont le thème a été la sexualité. Mais on va écouter Innocente, qui justement fait partie des organisateurs de cet enseignement-là. Je fais partie des professeurs qui ont encadré les élèves en ce qui concerne l'enseignement d'exploration, littérature et société. Des encadreurs. Nous avons eu à rencontrer dernièrement les élèves de la seconde 4 qui parlaient de l'addiction et des drogues en général. Et cette fois-ci, nous allons rencontrer des élèves de seconde 5 qui vont aujourd'hui parler du thème de la sexualité en général. Et justement, M. Obiang et Mme Paulet ont été avec moi, les encadreurs de cette classe, et on voit les élèves franchement, je ne dirais pas précoce, mais je les vois matures. Et c'est parce que c'est un travail, beaucoup de travaux ont été faits en amont. Et cette autonomie que l'on voit chez eux, c'est en rapport avec l'abnégation. Et ils sont vraiment investis pour faire des recherches, ils écoutaient les conseils, ils sont investis pour faire des recherches. Et voilà pourquoi le produit fini a des retours très, très, très positifs. On va donc écouter un des professeurs encadrés, en l'occurrence M. Noël Obiang. Je suis Noël Obiang, je suis professeur d'histoire géo. Et cette année, au lycée Blaise Pascal, nous avons mis en place depuis quelques années ce qu'on appelle les enseignements d'exploration. Et cette année, l'enseignement d'exploration, c'est littérature et société, qui est un enseignement transversal qui permet à 3 enseignants ou plus d'intervenir dans une classe de seconde. Et cette année, nous avons la professeure documentaliste, une professeure de lettres, et moi-même avons mis en place ce projet-là, qui consistait à étudier tous les aspects littéraires et historiques que les élèves rencontrent tout au long de leur cursus. Et cette année, nous avons mis en place le projet de... Comment je peux dire ça? Que les élèves mettent en place des projets qui sont liés à l'actualité, aux faits sociaux. Différents thèmes ont été soulevés, tels que l'addiction, les drogues, la sexualité, tout ceci pour qu'ils mettent en place, qu'ils expriment leurs compétences, qu'ils puissent évaluer leurs compétences tout au long de leur cursus. Les compétences qui sont liées à la recherche, à l'exploitation des documents, au respect de l'histoire aussi. Et au final, ils devaient élaborer un projet qui devait faire ressortir tous les aspects de ces 3 disciplines que sont les lettres, la documentation, si on peut dire comme ça, et l'histoire géo. En termes d'évaluation, l'évaluation consistait à partir de projets, de voir tout ce qui a été fait et qui respecte toutes les compétences travaillées depuis la 6e. Dans ces compétences, nous avons la mutualisation des connaissances, nous avons la recherche documentaire, nous avons aussi
le respect des contextes historiques dans l'élaboration des projets. Alors moi, dans cet enseignement, j'étais chargé de veiller au contexte historique et géographique de tous les projets qui ont été réalisés par les élèves. Dans cet enseignement d'exploration, qui peut aussi aider dans leur orientation future, il y avait différents types de domaines, domaines qui sont liés à la littérature, qui sont liés à l'histoire. Et les élèves dans tout ça devaient, à partir d'un thème, faire des recherches au CDI en respectant tous les canons qui sont liés aux lettres, notamment l'expression écrite, l'expression orale, la syntaxe, des éléments comme ça. Et la professeure documentaliste devait aussi veiller à ce que tous les critères qui sont liés à la recherche documentaire dans les magazines, dans les ouvrages de tout type, à ce que ces documents-là soient pertinents en fonction du sujet proposé. Et en arrière-plan de tout ça, on devait aussi laisser les élèves dans une forme d'autonomie, parce que c'est aussi dans la compétence qui est travaillée dans ce projet-là, c'est aussi l'autonomisation des élèves sur un projet. C'est vrai qu'on encadre tout ça. Et cette expérience était intéressante parce que ça permet aux élèves de se découvrir aussi. Parce que les élèves se découvrent. Il y en a qui sont timides, qui découvrent qu'ils peuvent s'exprimer à l'oral, qui est l'une des compétences travaillées aussi dans tout le cursus. Par exemple, quand on fait des exposés, les élèves travaillent l'oral. Et dans cette expérience-là, en littérature et société, la plupart des élèves se découvrent des compétences qu'ils ont travaillées tout au long de leur cursus, mais qu'ils découvrent à la fin, à partir d'un projet. Et en ce moment-là, nous, on devait recadrer les choses. On devait recadrer tous les projets pour que ça ne sorte pas de ce qui a été prévu au départ. Voilà, c'est principalement les grandes lignes de la littérature et société de cette année. Et on a eu 2 classes. La classe de seconde 5, la classe de seconde 4, qui ont travaillé sur plusieurs projets et devaient au finir proposer un produit à la fin qui est mettre en lumière un thème à travers un jeu de rôle. Et je crois que les élèves se sont bien appliqués à ce niveau-là. Donc c'était une expérience qui est très intéressante et les élèves doivent continuer, le projet doit continuer. Dans les projets, il y avait, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait un jeu de rôle. Donc les élèves devaient jouer le rôle de médecin, par exemple, dans le cadre d'un projet qui est lié à la santé, parce qu'il y avait un projet sur les salles de shoot, il y avait un projet sur les addictions, et il fallait qu'il y ait un élément important qui est le médecin, qui est l'addictologue, qui est celui qui est l'ancien consommateur de stupéfiants. Donc du coup, tous ces élèves-là devaient jouer ces rôles-là et les jouer très sérieusement pour faire passer vraiment le message. Parce que la littérature et la société, cet enseignement d'exploration, c'est aussi le meilleur moyen de faire passer un message. Un message qui est lié à la dangerosité des choses, la dangerosité de la drogue, de la sexualité, puisqu'il y a eu... il y a des élèves qui ont fait un projet sur la sexualité, il y en a qui ont travaillé sur l'homosexualité, il y en a il y avait des projets divers qui touchent aussi bien les jeunes que les adultes, mais dont les éléments restent quand même tabous, dont les conversations restent encore tabous dans les familles. Les gens ne parlent pas beaucoup de ces sujets-là. Et du coup, ces jeux de rôle-là ont permis aussi aux élèves de se découvrir dans le théâtre, par exemple, dans la comédie. Parce que ils jouaient des jeux de rôle, on sont des comédiens à ce moment-là, mais qui ont bien joué le rôle qu'il fallait à ce moment-là. Nous avons entendu un des professeurs encadreurs, Noël Obian, mais nous allons voir les élèves avec le travail abouti. Vous rencontrez beaucoup de victimes et vous êtes également une dirigeante d'association contre les violences sexuelles, n'est-ce pas? En réalité, moi je pense que généralement c'est fort probable que les victimes provoquent les agresseurs. Donc voilà. Pour revenir sur les propos de Kendaya, je ne suis pas d'accord parce que je pense que chacun est libre de s'habiller comme il veut et que ce sont plutôt aux agresseurs de se contrôler
et pas aux victimes de devoir s'habiller d'une certaine façon à cause des agresseurs sexuels. Je pense pareil par rapport à Madame Barbara, car nous avons eu en Inde, le ministre du Tourisme a affirmé que dans les aéroports, il allait distribuer des pancartes pour éviter en quelque sorte aux touristes de porter des shorts ou des mini-jupes. Et, je pense également que les touristes ou qui que ce soit a le droit de s'habiller comme ils le souhaitent. Depuis 1948, tous les êtres humains naissent libres et égaux d'après la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'homophobie est un rejet de la différence, au même titre que le racisme ou encore le sexisme. Ces derniers appliquent la discrimination. Il peut y avoir une certaine raison d'être homophobe, tout d'abord en commençant par considérer que l'homosexualité est quelque chose de contre nature, et justement en précisant, comme vous dites, le fait de leur donner les droits et d'en faire un sujet de société avec une telle ampleur ne fait que accentuer ou du moins laisser planer le doute sur la normalité de la chose, parce que si c'était quelque chose de naturel et d'évident, ce serait accepté de tous. En 1990, l'homosexualité a été supprimée de la liste des maladies mentales de la classification internationale des maladies, publiée par l'Organisation mondiale de la santé. Tout d'abord, je suis contre la polygamie et la polyandrie car j'estime que c'est inhumain de partager son conjoint ou sa conjointe. Mais je suis avant tout pour l'égalité homme-femme. Tout d'abord, la pratique de la polygamie gagne du terrain dans les classes sociales supérieures. La polygamie est de plus en plus fréquente dans le monde. Environ 28% des musulmans de France, qui est pourtant un pays qui interdit la polygamie, le pratique. Vous dites qu'il y a plus d'hommes qui meurent au combat. Suggérez-vous que les femmes aillent combattre auprès des hommes? Personnellement, je pense que l'IVG en cas de viol est une bonne chose et que toutes les femmes devraient avoir le droit d'avorter. Je pense que chaque femme a le droit de faire ce qu'elle veut de son corps et je pense également que c'est inhumain de ôter la vie à un petit être innocent. Aujourd'hui, la question du jour se titule « Les peines de justice permettent-elles de réduire les taux d'agression sexuelle ?» Je suis de l'avis que les peines de justice ne permettent pas de réduire le taux d'agression sexuelle car de 2016 à 2017, le nombre de crimes et de délits sexuels est passé de 5 500 à 7 000. Personnellement, je suis contre l'avis de M. Bongota et M. Ntontoum Sima. Tout d'abord, le commencement constitue une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Et nous avons une liste de pays, notamment l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni, qui ont un code pénal qui emprisonne les agresseurs sexuels entre 6 ans minimum à plus de 14 ans. Et dans ces pays, le taux d'agression sexuelle et de récidive est régulièrement bas. Vous avez suivi ces élèves-là, ces journalistes en herbe du lycée français Blaise Pascal, à l'image de notre émission Expression, n'est-ce pas? Est-ce que ce thème a été bien traité? Parce que quand je les écoute, ils parlent de l'habillement, ils parlent de discrimination, ils parlent de l'homophobie, de la castration chimique en termes de solutions pour éviter les agresseurs sexuels. Ils parlent des prédateurs également. Ils parlent de la polygamie. Ils parlent de l'égalité des sexes. Ils parlent de l'interruption volontaire de grossesse. En cas d'inceste ou de viol. En cas d'inceste ou de viol. Voilà pourquoi je pose la question, est-ce que ce thème a été bien traité par les élèves de Blaise Pascal? Oui, cela saute aux yeux. Au premier contact, on réalise clairement qu'il y a eu du travail qui a été fait en amont. Un travail d'encadreur,
un travail de recherche. Et au niveau de l'expression, c'est vraiment apprécié, c'est appréciable. Évidemment, c'est des thèmes, même au niveau des gouvernements aujourd'hui, c'est des sujets qui n'ont pas été traités de manière définitive. Absolument. Voilà. Alors, à l'échelle, au niveau de ces jeunes de classe de seconde, on ne peut que saluer leur performance. La perception de ces sujets-là. Déjà, c'est une très bonne préparation pour les débats, pour la construction des sociétés dans quelques années. Je pense que c'est du bon travail. Ils devraient continuer. Bon, mais c'est des sujets d'actualité, des sujets très délicats. Absolument. Des sujets vraiment pour lesquels on perd son latin. Absolument. Ouais. Et on sent que cette jeunesse-là... pas évidemment, mais ils ont fait le tour de la question. Hein. Oui, les sous-thèmes sont nombreux et bien choisis. Sincèrement, il faut reconnaître que c'est du bon travail. Ouais. Mais on ne peut pas être exigeant jusqu'à ce niveau-là. On ne peut pas leur demander de trouver des solutions à des problèmes auxquels même les gouvernants n'ont pas de réponse. Pourtant, ils en ont proposé. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe en Alabama, qui a été décidé en Alabama la semaine qui s'écoule là. Ils ont décidé d'interdire les IVG. Le docteur qui va s'aventurer sur ce terrain, il va écoper de 99 années de prison. Alors, ça veut dire que c'est des problèmes sérieux. Sérieux et extrêmement et grave. Le port d'effets vestimentaires provocateurs et tout ça, c'est des questions délicates. Est-ce qu'on doit imposer effectivement des vêtements? Et en antithèse, une autre élève pose la question. Il y a une culture dans un pays. Pourquoi ne pas se conformer à cette culture? Est-ce qu'on est autorisé à violer ces règles-là? Donc, ils ont fait le tour de la question. Moi, je trouve qu'ils ont fait un bon travail. Et en termes de formation, vraiment, je suis d'accord pour dire que ça participe à la formation, à la citoyenneté. Innocente, encadreur et peut-être initiatrice de cet enseignement-là, quel bilan tirer en quelques mots? Êtes-vous satisfait de cette forme d'enseignement-là, de ce thème? Alors, si j'avais à choisir une façon d'enseigner, moi je pense que ce serait plutôt je serais avec le système des enseignements d'exploration. Parce que ce qui est impressionnant, c'est que les élèves, ils savent qu'il n'y a pas vraiment cette note classique que l'on retrouve dans les autres matières où on est évalué plusieurs fois dans le trimestre. Ici, peut-être la note est peut-être pour récompenser. Mais ce travail peut être fait sans la note chiffrée. Et avec ou sans note, ils s'investissent. Je pense qu'ils s'investissent même davantage que quand il y a une évaluation, ils sont contraints de mémoriser une leçon et venir faire un travail qui sera évalué. Et voilà ce qui est impressionnant. Ils s'investissent, ils sont vraiment matures, beaucoup de maturité dans cette envie de savoir et de transmettre, de proposer ce qu'ils ont appris à leurs camarades, de partager justement les connaissances. C'est ce qui est impressionnant. Satisfaction des organisateurs et des encadreurs de cet enseignement d'exploration, littérature et société. Les deux thèmes, le premier thème avait été traité au cours d'une émission précédente. Le deuxième thème, la sexualité, avec des élèves de seconde, d'une maturité déconcertante. Voilà. On va terminer par la toute dernière partie après une petite pause. Chers téléspectateurs, retour sur le plateau et on va finir par Innocente qui va, comme annoncé au début de notre émission, nous parler cinéma. Elle va nous parler justement
de la relève du cinéma sénégalais, il y a la relève du cinéma gabonais, africain, etc. Mais elle a mis l'accent sur une demoiselle, une dame, Mati Diop, qui est en lice pour la Palme d'Or du Festival de Cannes. Do not forsake me, oh my darling. Man su may def star la. Star damay bot wey. Film yëpp. Man sama yoon newu ci seen star dama leen di sol yu loolu laa wax. If I'm a man, I must be brave. Xoolal fële bu baax. Ku sol veste bële. Waaw. Man la. Yow yaa de wala sax ma bëgg yow. Wala sax. Man li nga sax yow dama leen nekkul ndax yow de. Ah? Ñeent fukki at romb na. Waaw Maguette lan moo xew ginnaaw fukki googu ñeent fukki at yooyu lan moo ci topp. Sama njëkkiinu soppi muy Anta moom dafa dem man ma toog. lu tax toppaloo ko ba muy dem. xam. est-ce que yaa ngi am ay nouvelles am. dara. déggante leen boobu ba tey. est-ce que sax mu ngi dund ba léegi. Alors Mati Diop est une nouvelle flamme du cinéma sénégalais. Elle est en lice pour la Palme d'Or. Je pense que c'est un talent à suivre, une relève du cinéma sénégalais par rapport à son film Mille Soleils. Et je pense que c'est la première fois qu'un film sénégalais africain est proposé pour la Palme d'Or. En général, c'est dans une situation, un certain regard, ou bien c'est publié en marge, mais que soit pour la Palme d'Or, je pense que c'est une première. C'est une belle personne issue d'une famille d'artistes. C'est la nièce de Djibril Diop Mambéty et la fille de Waziz Diop. Ah. Mais ce n'est pas elle a du talent aussi. Elle n'est pas seulement fille d'eux. Et elle a des ambitions artistiques personnelles. Et le thème de Mille Soleils, c'est toujours ce douloureux sujet qui nous afflige tous, qui concerne l'immigration clandestine. Et c'est toujours l'Atlantique qui avale les enfants de l'Afrique. Et justement, elle en fait une fiction en rapport avec ce qu'elle a ressenti quand elle est venue à Dakar. Et elle le dira quand elle sent ce qui se passe à cause de ces jeunes gens qui vont vers l'Europe, alors qu'elle a senti l'envie de faire le chemin inverse. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont attirés par cette Europe-là alors qu'elle-même, elle est attirée par l'Afrique? Et elle les comprend, oui, mais quelque part, elle se pose des questions. Je pense que ces réponses vont se trouver dans son film. Et ce qui est intéressant dans ce thème-là, c'est un thème récurrent. Hein. Nous l'avons abordé sous forme de poésie, vous vous souvenez, avec ce professeur Charles, etc. On l'a abordé également sous forme théâtrale avec Michel Daoud. Oui. Aujourd'hui, sous la forme d'un film cinématographique, je crois que ça veut dire que c'est un problème récurrent. Et transposé à Cannes pour la Palme d'Or, ça veut dire que oui, ce qui est intéressant, c'est que le cinéma africain a très peu de place au Festival de Cannes. Et puisque c'est un rendez-vous universel, et cette fois-ci, Mati Diop est convié, voilà ce qui est à saluer. Oui, espérons qu'il y en aura d'autres, des autres nationalités, du Burkina, parce que pour moi, le Burkina,
C'est le point central Non, du certainement cinéma africain. Elle mérite cette place. Voilà, hein. le Nigeria, le Ghana, ces pays-là, ben, on s'attend à... Ben, c'est la première, on espère qu'il y en aura d'autres qui vont Et surtout le point de vue féminin. Voilà. Parce que la majorité des jeunes gens qui partent, ce sont des hommes, des garçons. Cette fois-ci, c'est une femme qui parle de cette douloureuse situation. Je pense que le ressenti féminin est à sa place et c'est très important dans la mesure où les jeunes gens partent, mais les mères vivent dans la douleur. Peut-être que cette fois-ci, Mati Diop se mettra quelque part à la place des mères. C'est bien, c'est des sentiments qu'on n'avait pas. On n'avait effectivement que le sentiment des hommes, etc. Cette fois-ci, une femme, une mère. Et voilà, effectivement. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je rappelle que nous avons reçu le professeur Magaye Kassé, un homme multidimensionnel. Hein. On aura l'occasion de le voir dans les autres émissions. Ensuite, nous avons partagé ensemble les images du professeur Noël Obian et des élèves de seconde de Blaise Pascal qui dans le cadre de l'enseignement d'exploration, littérature et société, j'y arrive, qui vont nous parler de la sexualité avec les différents sous-thèmes que vous avez suivis. Et nous avons terminé par le coup de cœur de Innocente qui nous a parlé justement de cette dame, Mati Diop, qui, espérons-le, sera peut-être primée au Festival de Cannes pour la Palme d'Or. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes obligés de vous quitter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Je rappelle que nous sommes suivis, nous diffusons le vendredi à 21h et le dimanche à 10h. Ne ratez pas ces rendez-vous. Bien des choses à vous. Bonne soirée. Au revoir.